Dans la chaleur d'un champ de bataille médiéval, alors que la poussière s'élève sous les sabots martelant le sol et que l'acier s'entrechoque, une créature se tient au cœur du chaos. Non pas fuyant de terreur, mais chargeant avec une fureur calculée. Le destrier, le cheval de guerre médiéval, se transforme d'une créature de fuite en un instrument de guerre. Ces magnifiques animaux ne se contentaient pas de porter des chevaliers en armure au combat. Ils devenaient eux-mêmes des armes dressées pour mordre, ruer et piétiner sur commande. Tandis que d'autres chevaux fuyaient l'odeur du sang et le vacarme des combats, ces animaux spécialement entraînés restaient stoïques, répondant à la moindre pression des jambes de leurs cavaliers, alors que lances et épées fusaient autour d'eux. La transformation d'un poulain nerveux en une machine de guerre intrépide exigeait des années de travail patient, des techniques sophistiquées et un investissement qui aurait pu ruiner des chevaliers de moindre fortune, représentant non seulement un engagement financier, mais une relation fondamentale entre l'homme et l'animal qui repoussait les limites de ce que la société médiévale comprenait du dressage et de la confiance. Dans cette vidéo, vous découvrirez le monde remarquable du dressage des chevaux de guerre médiévaux, un art sophistiqué qui exigeait une perspicacité psychologique, un conditionnement physique et une précision tactique. Nous explorerons comment les dresseurs médiévaux transformaient de jeunes poulains en montures de cavalerie, prêtes au combat grâce à des programmes pluriannuels, utilisant des techniques de désensibilisation systématique qui rappellent les méthodes modernes de dressage animalier. Vous découvrirez les méthodes controversées qui apprenaient à ces animaux à devenir des combattants agressifs, l'équipement spécialisé qui rendait le combat monté possible, et les terrains de tournoi où des simulacres de combat préparaient les chevaux à la guerre réelle. Nous rencontrerons les personnes derrière cette transformation, les écuyers, les maréchaux et les maîtres dresseurs dont le savoir circulait à travers l'Europe médiévale. Et nous examinerons l'économie et la logistique stupéfiantes liées à la possession d'un cheval de guerre, où ces animaux représentaient des atouts stratégiques qui pouvaient faire ou défaire la carrière d'un chevalier. Ce qui en ressort n'est pas la primitivité de l'âge des ténèbres, de l'imaginaire populaire, mais une culture sophistiquée de l'équitation qui combinait l'art, la science et la nécessité militaire d'une manière qui mérite bien plus de reconnaissance qu'elle n'en reçoit habituellement. La question centrale qui guide cette exploration est d'une simplicité trompeuse, mais d'une complexité profonde. Comment les dresseurs médiévaux transformaient-ils des animaux dont chaque instinct hurlait « fuyez » en partenaires qui chargeaient vers le danger? La réponse remet en question de nombreuses idées reçues sur la technologie médiévale et révèle un niveau de sophistication psychologique qui rivalise avec les méthodes modernes de dressage animalier dans son approche systématique et sa compréhension du conditionnement comportemental. Derrière les légendes des chevaliers et de la chevalerie se cache une réalité pratique faite de travail patient, de conditionnement systématique et de construction de la confiance entre les espèces dans les circonstances les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Ce voyage nous emmène des pâturages de montagnes reculés, où les poulains couraient en liberté, développant force et pieds sûrs sur un terrain qui façonnait leur corps pour les exigences futures du combat, jusqu'à la poussière et au tonnerre du terrain de tournoi où ils affrontaient la violence contrôlée qui les préparait à la guerre. Du travail discret des programmes d'élevage monastique qui maintenaient les lignées et les registres à travers les générations au chaos des charges de cavalerie qui décidaient du sort des royaumes, l'histoire du cheval de guerre médiéval s'entremêle avec le récit plus large de la manière dont la société médiévale s'organisait autour de la capacité militaire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre. Le cheval de guerre médiéval n'était pas le cheval de trait massif de l'imaginaire populaire, mesurant 18 mains de haut et pesant 1 tonne.
mais un animal relativement compact, élevé pour sa force, son agilité et son intelligence plutôt que pour sa simple taille. Les méthodes de dressage n'étaient pas grossières ou brutales, reposant sur la force et la peur, mais progressives et basées sur la récompense, reconnaissant que les animaux effrayés n'apprennent pas efficacement et que le développement de réelles capacités exigeait un conditionnement patient. L'investissement requis n'était pas seulement financier, bien que les coûts monétaires fussent stupéfiants, mais aussi temporels et émotionnels. Des années de travail quotidien pour construire un partenariat qui durait souvent toute une vie, créant des liens entre l'homme et l'animal que les sources contemporaines décrivent en des termes habituellement réservés aux relations humaines. Des pages du seul manuel de dressage d'Europe occidentale de cette période qui nous soit parvenu, un texte qui a circulé à travers l'Europe en plusieurs langues et a survécu dans plus de 170 manuscrits, aux preuves archéologiques des terrains de tournois et des écuries qui révèlent l'ampleur des infrastructures dédiées au dressage équin. Des récits contemporains de batailles qui décrivent des tactiques de cavalerie spécifiques et leur efficacité aux registres économiques qui suivaient chaque boisseau d'avoine donné à ces précieux animaux, nous reconstituerons le tableau complet de la manière dont l'Europe médiévale a créé et entretenu la technologie militaire qui a dominé la guerre pendant des siècles. Le cheval de guerre était pour le chevalier médiéval ce que l'avion de chasse est pour le pilote moderne. Pas seulement un équipement à utiliser, mais un partenariat exigeant des années d'entraînement, un entretien constant, une confiance mutuelle et une coordination parfaite dans les circonstances les plus stressantes que l'on puisse imaginer. Les chevaux médiévaux étaient classés par fonction plutôt que par race. 3 catégories principales dominaient: le destrier, le coursier et le roncin. Au sommet se trouvait le destrier, le grand cheval de la légende médiévale. C'est ici que nous rencontrons notre première surprise. Ces chevaux de guerre d'élite n'étaient pas les géants imposants dépeints dans les films hollywoodiens. Les preuves archéologiques révèlent que les destriers mesuraient généralement entre 14 et 15 mains de haut, soit environ 56 à 60 pouces au garrot. Selon les normes modernes, cela les place plus près des chevaux de selle d'aujourd'hui que des races de traits. Ce qui rendait un destrier exceptionnel n'était pas sa hauteur imposante, mais sa force, sa musculature et, surtout, son dressage. Sa conformation physique se caractérisait par un arrière-train puissant, capable d'accélérations explosives et d'arrêts brusques, un dos court qui offrait une résistance structurelle pour porter des cavaliers en armure, et des reins bien musclés qui générèrent de la puissance. La rareté de ces animaux stupéfie l'imagination moderne. Moins de 5% des chevaux de guerre médiévaux étaient des destriers. Un seul destrier atteignait des prix allant de 35 à 200 livres sterling, ce qui représentait le revenu annuel total de nombreux chevaliers. Tout au long du XIIIe siècle, les beaux destriers se vendaient 7 à 8 fois le prix des chevaux ordinaires. En 1331, le roi Édouard III paya 120 livres pour un seul animal. Lorsque Richard II se rendit à son couronnement en 1377, les sources contemporaines décrivent la cérémonie élaborée et le magnifique destrier du roi, l'un des chevaux de guerre royaux dont la valeur approchait ou dépassait celle des animaux les plus chers de l'époque. Les destriers se révélaient plus adaptés non pas au chaos de la bataille, où leur valeur extrême rendait leur perte catastrophique, mais au tournoi de joutes, où leur dressage pouvait briller en combats singuliers. Le coursier représentait une philosophie différente. Plus léger et plus rapide que le destrier, cet animal était généralement préféré pour les batailles acharnées, la dure réalité de la guerre de campagne. Bien que moins chers que les destriers, les coursiers restaient des investissements de valeur, prisés pour leur endurance et leur vitesse. À la base se trouvait le roncin, le cheval de bas de la guerre montée. Robuste et fiable,
un bon roncin pouvait coûter environ 8 livres, une somme encore importante, mais accessible à la classe de cavalerie plus large. Les récits contemporains notent que pour les poursuites rapides, les roncins plus légers étaient parfois préférés aux destriers plus lourds. Ce système à 3 niveaux révèle quelque chose de crucial. La guerre médiévale n'a jamais été qu'une affaire d'élite. Bien que les destriers reçoivent la part du lion dans les chroniques et la littérature, célébrés dans des chansons et des récits qui exagéraient leurs prouesses, la réalité des armées médiévales dépendait des dizaines de coursiers et des centaines de roncins qui rendaient les opérations de cavalerie possibles. La suite typique d'un chevalier pouvait comprendre un destrier réservé aux tournois et aux batailles les plus critiques, 2 ou 3 coursiers pour la guerre de campagne et la poursuite, et plusieurs roncins pour les déplacements, le transport des bagages et comme monture pour les écuyers et les serviteurs. Cette diversification des montures reflétait une économie militaire pratique. Risquer un destrier valant une année entière de revenus dans des patrouilles de routine ou des escarmouches mineures n'avait aucun sens lorsqu'un coursier pouvait s'acquitter de la tâche de manière adéquate pour un quart du coût. Les méthodes de dressage que nous allons explorer s'appliquaient à tout ce spectre, adaptées à l'objectif et à la valeur de chaque animal, créant une culture sophistiquée de l'équitation qui imprégnait la société militaire médiévale, des plus grands nobles aux simples hommes d'armes qui formaient la majorité numérique de la plupart des forces de cavalerie. Les réseaux d'élevage qui produisaient les chevaux de guerre médiévaux opéraient à travers l'Europe chrétienne, reliant monastères, domaines nobles et haras royaux en un réseau sophistiqué d'amélioration des lignées. Les monastères occupaient une position inattendue mais centrale dans ce réseau. Tout au long du Haut Moyen Âge, des communautés religieuses situées dans des régions sauvages et reculées supervisaient des troupeaux de chevaux qui erraient à l'état semi-sauvage sur leurs vastes terres. Le plus ancien haras européen encore en activité existe aujourd'hui, le haras de l'abbaye d'Einsiedeln en Suisse, fondé en 1064. Pourquoi les monastères ? Leur permanence assurait la continuité des programmes d'élevage sur plusieurs générations, leur maîtrise de l'écriture permettait de tenir des registres, et leur vaste possession foncière offrait un terrain où les jeunes chevaux pouvaient développer force et robustesse. La terminologie médiévale de l'élevage révèle la sophistication du système. Les chevaux militaires provenaient de grosses stoutes, de grands haras dédiés à la production de montures de cavalerie. Les chevaux de trait émergeaient de kleine stouts, des exploitations plus petites axées sur les animaux agricoles. Les réseaux d'élevage échangeaient des étalons et des juments sur des centaines de kilomètres pour améliorer les lignées et prévenir la consanguinité. Il nous faut ici clarifier une distinction cruciale. Le destrier n'était pas une race au sens moderne du terme. Les destriers représentaient plutôt le résultat d'un élevage sélectif minutieux au sein des réseaux de haras, choisissant des animaux aux caractéristiques spécifiques et les dressant à des fins spécialisées. Certaines lignées historiques émergent des sources. Le cheval andalou descendait du cheptel ibérique, où les moines chartreux commencèrent à tenir des pédigrés écrits au XIIIe siècle, une réussite extraordinaire en matière de tenue de registre pour cette époque. La lignée chartreuse documentée remonte spécifiquement à 1476, représentant l'un des plus anciens registres de races continuellement tenus au monde. De la Frise venait le frison, une lignée de chevaux de guerre médiévaux qui portaient les chevaliers en armure, avec une grâce et une agilité remarquables. La plupart des experts estiment qu'une influence significative du barbe et de l'arabe est venue par le biais du genêt d'Espagne et d'autres voies de contact culturel entre l'Europe chrétienne et le monde islamique. La sélection, c'est-à-dire le choix des jeunes chevaux qui entreraient dans de coûteux programmes de dressage, exigeait de l'expertise et une évaluation minutieuse. Des éleveurs expérimentés évaluaient les jeunes animaux tant sur leurs conditions physiques
que sur leur compatibilité de tempérament. Les critères physiques nous en disent long sur ce que la guerre médiévale exigeait. Une forte musculature capable de fournir une accélération soudaine et de porter de lourdes charges, une conformation proportionnée qui prévenait les défaillances structurelles sous le stress, et un dos court qui offrait la force nécessaire pour porter des cavaliers en armure lors de manœuvres violentes. L'évaluation du tempérament combinait l'observation et des tests spécifiques. Laurentius Rusius, mort en 1347, conseillait d'évaluer les chevaux par des signes physiques. Des naseaux dilatés suggéraient du caractère et la capacité de respirer profondément pendant l'effort. Une peau ferme indiquait une bonne santé. Mais le test le plus révélateur consistait à tirer brusquement sur la queue du cheval. Si l'animal ne reculait pas ou ne ruait pas en réaction, il démontrait la force mentale nécessaire à la guerre. Ce n'était pas de la cruauté, mais une évaluation pratique. La cavalerie lourde d'Europe occidentale montrait une préférence marquée pour les étalons, dont l'agressivité naturelle et les tendances sanguines étaient considérées comme un complément à l'assaut du cavalier pendant le combat. Au-delà de l'utilité, des facteurs culturels jouaient un rôle. Monter une jument était jugé déshonorant pour un chevalier. Pourtant, les étalons étaient dangereux, capricieux et impulsifs. L'explication pratique de l'absence de juments en service actif est peut-être plus simple. Elles étaient nécessaires à la reproduction. Les variations régionales démontrent que la préférence pour les étalons n'était pas universelle. Les Maures préféraient les juments pour leur tempérament plus stable, tout comme les cavaliers mongols. Les chevaliers teutoniques utilisaient des hongres. La philosophie guidant le développement précoce du cheval pourrait surprendre ceux qui imaginent le dressage médiéval comme étant dur et brutal. Jordanus Rufus, dont le traité de 1250 de Medicina Equorum représente notre principale source sur le dressage des chevaux au Moyen Âge, conseillait que les poulains naissent dans des régions montagneuses et soient laissés en liberté pendant 2 à 3 ans. Son raisonnement démontre une compréhension sophistiquée. L'herbe et la liberté constituaient la meilleure base pour une santé à long terme. Le terrain montagneux développait des jambes solides, un pied sûr et une capacité cardiovasculaire. L'interaction sociale au sein des troupeaux enseignait aux jeunes chevaux la communication équine. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, ces jeunes chevaux semi-sauvages étaient rassemblés depuis leur pâturage de montagne et amenés dans les haras où le dressage formel commencerait. Le rassemblement lui-même exigeait de l'habileté. Ces chevaux à moitié sauvages, n'ayant connu que la liberté, nécessitaient une manipulation soigneuse pour éviter des blessures ou des traumatismes qui auraient pu ruiner leur tempérament pour le dressage futur. Les manipulateurs expérimentés utilisaient une persistance douce plutôt que la force, habituant progressivement les jeunes chevaux à la présence humaine sur plusieurs jours ou semaines. La manipulation initiale se concentrait sur l'apprivoisement et le dressage au licol, enseignant au jeune cheval à accepter le contact humain et des directives simples. Le processus commençait par le simple fait de se tenir près du cheval dans un espace clos, lui permettant de s'habituer à la présence humaine. Les dresseurs s'approchaient lentement, parlant doucement, tendant les mains pour que le cheval les sente. Le premier contact physique pouvait être simplement de toucher l'épaule ou l'encolure pendant que le cheval mangeait, créant des associations positives. La désensibilisation au contact humain progressait graduellement sur plusieurs semaines. Les manipulateurs introduisaient le licol par étapes, d'abord en laissant le cheval le sentir et l'examiner, puis en le drapant sur son encolure, et enfin en le glissant sur son nez et derrière ses oreilles. Les premiers exercices de conduite apprenaient au cheval à suivre la pression du licol, en commençant par quelques pas seulement et en s'étendant progressivement à la marche dans la cour d'entraînement. Ce n'est que lorsque le cheval acceptait le contact sans crainte
que le dressage progressait vers la manipulation de zones plus sensibles, la tête, les jambes et le ventre, des régions où les chevaux se sentent naturellement vulnérables et sur la défensive. Des équipements de sécurité protégeaient à la fois les chevaux et les manipulateurs. Les jeunes chevaux étaient équipés d'entraves, des liens en cuir qui limitaient le mouvement des jambes. La manipulation des sabots commençait tôt, chaque sabot étant soulevé et tenu, puis tapoté doucement pour simuler le travail du maréchal ferrant. Des trainels, des entraves souples pour les jambes, offraient une sécurité supplémentaire lors de procédures délicates. Les exercices au sol développaient l'obéissance et la coordination physique sans la complexité d'un cavalier. Le travail à la longe consistait à faire travailler le cheval en cercle contrôlé, au bout d'une longue corde, enseignant l'obéissance et développant les schémas musculaires. Les exercices aux longues rênes anticipaient les aides de rênes que le cheval recevrait plus tard d'un cavalier monté. Le calendrier pour créer un destrier entièrement dressé reflétait la complexité de la tâche. La durée minimale du dressage était de 2 ans, bien que de nombreuses sources suggèrent des périodes plus longues. L'objectif était clair. Les chevaux devaient être pleinement fonctionnels à l'âge de 5 ans, combinant maturité physique et dressage complet. Certaines sources décrivent une période de formation de base de 6 mois commençant vers l'âge de 4 ans et demi, suivie d'une année de perfectionnement sur le tas. Le défi central auquel tous les dresseurs de chevaux médiévaux étaient confrontés était biologique. Les chevaux sont des animaux de proie dont les instincts de survie leur commandent de fuir le danger. Créer des réponses opposées, apprendre aux chevaux à se diriger vers plutôt qu'à s'éloigner des choses qui déclenchaient leurs instincts de survie les plus profonds, exigeait une compréhension de la manière dont les chevaux apprennent, un conditionnement systématique qui élevait progressivement les seuils de tolérance et surtout de la patience. Le renforcement positif jouait un rôle crucial. Les louanges et les récompenses n'étaient pas de simples ajouts agréables au dressage, mais des éléments cruciaux qui rendirent l'apprentissage possible. Au fil de centaines de répétitions, de nouvelles voies neuronales se formaient, créant des réponses automatiques qui pouvaient supplanter l'instinct. Notre connaissance du dressage des chevaux médiévaux repose en grande partie sur un seul document remarquable. Jordanus Rufus était un chevalier de Calabre, dans le sud de l'Italie. Né vers l'an 1200 et mort vers 1254, il occupa le poste de maréchal ferrant en chef et de maître des écuries de Frédéric II, le saint-empereur romain et roi de Sicile. En 1250, Rufus composa en latin De Medicina Equorum, un traité complet sur la médecine équine qui incluait, dans ses premiers chapitres, la seule méthode originale connue d'Europe occidentale pour le dressage des chevaux qui nous soit parvenue de la période médiévale. L'importance de cette source unique ne peut être surestimée. Sans l'œuvre de Rufus, notre compréhension de la manière dont les chevaux médiévaux étaient réellement dressés reposerait entièrement sur des références éparses dans les chroniques et des représentations artistiques d'une exactitude incertaine. Au lieu de cela, nous possédons des instructions détaillées écrites par un praticien gérant activement les écuries de l'une des principales puissances militaires d'Europe. La circulation du manuscrit démontre sa valeur pour la société médiévale. Plus de 170 copies nous sont parvenues aujourd'hui. Un nombre extraordinaire pour un texte médiéval. Des scribes et des érudits ont traduit le latin de Rufus en italien, sicilien, allemand, français, occitan et même en hébreu, propageant ces méthodes au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Fait remarquable, les variations entre les manuscrits qui ont survécu révèlent des adaptations régionales et des différences philosophiques dans les approches du dressage. Les manuscrits français spécifiaient parfois que les jeunes chevaux devaient être montés initialement sans éperon, en utilisant uniquement des cravaches pour la correction.
D'autres versions régionales omettaient ces recommandations, reflétant peut-être des traditions locales. Ces variations n'étaient pas des corruptions du texte, mais la preuve que les dresseurs médiévaux réfléchissaient de manière critique aux méthodes et adaptaient les principes généraux aux conditions locales. Le contenu du manuel combinait la médecine vétérinaire et les méthodes de dressage. Rufus décrivait avec une précision minutieuse les outils et l'équipement requis pour le dressage, en particulier les mors, qu'il spécifiait avec suffisamment d'exactitude pour que les historiens modernes puissent en reconstituer la conception. Le processus de débourrage était traité de manière systématique, progressant du premier contact à des étapes de complexité croissante. Tout au long, l'accent était mis sur des méthodes progressives plutôt que sur la force, une approche qui reconnaissait que les chevaux effrayés n'apprennent pas efficacement. D'autres sources médiévales complètent le traitement exhaustif de Rufus. Le roi Duarte Ier du Portugal a produit le Livro do Cavalgar vers 1430, livre de l'art de monter avec tout type de selle, l'un des plus anciens textes survivants dédiés spécifiquement à l'équitation. Les traditions orales transmettaient des connaissances qui n'ont jamais atteint le parchemin, transmises de maître à apprenti dans les écuries, mais jamais consignées par écrit. Les objectifs de dressage, qui émergent de ces sources, partagent des éléments communs malgré les variations régionales. Le cheval de guerre dressé doit écouter attentivement son cavalier et répondre principalement aux aides des jambes plutôt qu'aux rênes, une distinction cruciale, car les mains du cavalier seraient occupées par des armes. Il doit être facilement contrôlable sur le champ de bataille, capable de tourner brusquement, de s'arrêter net ou d'accélérer depuis l'arrêt à tout moment. Toutes ces capacités exigeaient de surmonter l'instinct naturel de fuite déclenché par le bruit, l'odeur du sang et la confusion visuelle du combat. La transformation d'un jeune cheval dressé au licol en un cheval de guerre prêt au combat nécessitait une exposition systématique aux défis spécifiques de la guerre médiévale. La désensibilisation en constituait le fondement, une approche graduelle et patiente pour apprendre aux chevaux que les choses qui les effrayaient initialement ne représentaient aucune menace réelle. Le processus commençait par une exposition à des bruits forts, dans des environnements contrôlés. Les dresseurs pouvaient commencer par laisser tomber des planches de bois à distance pendant que le cheval mangeait, créant une association positive entre les sons forts et des activités agréables. Progressivement, les bruits se rapprochaient et devenaient plus variés. Le choc du métal, les cris, le son des corps. Les mouvements brusques recevaient un traitement similaire. Les manipulateurs agitaient des tissus ou des bâtons près du cheval pendant qu'il était attaché, récompensant un comportement calme. Lorsqu'un cheval restait stable face à des stimuli effrayants, il recevait des encouragements verbaux, des caresses douces ou des récompenses alimentaires. Au fil de centaines de répétitions, de nouvelles voies neuronales se formaient, reprogrammant essentiellement les réponses automatiques du cheval. Les environnements urbains offraient des terrains d'entraînement avancés idéaux. Les villes médiévales assaillaient les sens. Foules de gens, vendeurs de rue, chiens aboyants, roues de charrettes grondant, cloches d'église sonnant. Monter de jeunes chevaux à travers des villes de plus en plus animées les exposait à un chaos contrôlé qui simulait la confusion du champ de bataille sans danger réel. Les forges offraient une exposition particulièrement précieuse. Le martèlement rythmique du métal sur le métal, le sifflement du fer chaud plongé dans l'eau. Plus crucial encore, les dresseurs menaient délibérément les chevaux près des abattoirs. L'odeur du sang et de la mort provoquait des réactions de peur viscérale chez les animaux de proie, exactement le stimulus que les chevaux rencontreraient sur les champs de bataille. Les désensibiliser à cette odeur était absolument essentiel. L'introduction des armes suivait des protocoles soigneusement structurés. Initialement, les lances et les épées étaient présentées pendant que les chevaux étaient immobiles,
permettant une inspection visuelle. L'étape suivante consistait à déplacer lentement les armes près du cheval pendant qu'il restait stationnaire. Ensuite, le cheval était mené ou longé pendant que des armes étaient brandies à proximité, lui apprenant à rester concentré plutôt qu'à se focaliser sur les armes. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé ces étapes que le dressage progressait vers le travail monté avec des armes. Dresser les chevaux à répondre à la pression des jambes plutôt qu'aux rênes répondait à une réalité fondamentale du combat monté. Les chevaliers avaient besoin d'avoir les mains libres pour leurs armes. Des points de pression spécifiques le long du flanc, combinés à des déplacements du poids du cavalier, communiquaient des ordres de direction. L'intensité et le rythme de la pression des jambes signalaient les changements de vitesse. Apprendre aux chevaux à se déplacer sur un pied spécifique, en initiant les virages avec le pied avant gauche ou droit en tête, permettait des manœuvres serrées essentielles pour les charges de cavalerie et les retraites tactiques. Ce n'était pas intuitif pour les chevaux. Cela exigeait un conditionnement systématique où des signaux de jambes spécifiques étaient associés à des mouvements correspondants jusqu'à ce que l'association devienne automatique. L'aspect peut-être le plus remarquable du dressage des chevaux de guerre consistait à enseigner des comportements de combat agressifs, totalement contraires à la nature d'un animal de proie. Les récits de bataille du XIIIe siècle décrivent des destriers mordant et ruant sur les soldats ennemis, une participation active à la violence qui nécessitait un conditionnement approfondi. Dresser un cheval à mordre sur commande signifiait d'abord lui apprendre que mordre les humains ne serait pas puni dans ce contexte spécifique, puis récompenser le comportement lorsqu'il était déclenché de manière appropriée. De même, apprendre aux chevaux à ruer sur des cibles et à piétiner les ennemis tombés transformait le cheval d'un moyen de transport passif en un système d'armes actif. La clé résidait dans le système de signaux. Les chevaux apprenaient que ces comportements agressifs n'étaient autorisés que sur ordre spécifique. Le travail d'agilité et d'équilibre développait les capacités physiques exigées par le combat. Monter sur un terrain délibérément accidenté, pente, sol boueux, zone rocheuse, simulait les conditions du champ de bataille et renforçait les muscles et les schémas neuronaux nécessaires pour y naviguer en toute sécurité. Tourner court à grande vitesse exigeait des hanches puissantes et une coordination qui ne se développait qu'avec une pratique intensive. Les arrêts nets depuis le galop exerçaient une pression énorme sur les muscles de l'arrière-train. Le conditionnement au poids répondait à la réalité que les destriers portaient des charges extraordinaires. Un chevalier en armure complète pouvait peser plus de 100 kg avant de compter les armes. L'armure du cheval, lorsqu'elle était utilisée, ajoutait 30 à 80 livres supplémentaires. La charge totale pouvait approcher ou dépasser 200 kg, un fardeau qui aurait épuisé un cheval non conditionné en quelques heures. Le dressage introduisait le poids progressivement. D'abord un cavalier plus léger pour le travail de base, puis en ajoutant progressivement des poids matelassés pour simuler l'armure, pour finalement arriver à la charge de combat complète. Ce conditionnement renforçait non seulement la force musculaire, mais aussi la capacité cardiovasculaire et la densité osseuse. Les chevaux travaillaient sous des charges croissantes pendant des périodes de plus en plus longues, développant une endurance qui se révélerait essentielle pendant la bataille, lorsqu'un destrier pouvait porter son cavalier en armure pendant des heures sur un terrain accidenté, tout en exécutant des virages serrés, des arrêts brusques et des charges explosives. Le régime de conditionnement endurcissait également le dos et le garrot du cheval, prévenant les maux de selle et les blessures de pression qui pouvaient mettre hors de combat même l'animal le mieux dressé. La selle de guerre médiévale représente une ingénierie spécifiquement conçue pour les exigences uniques du combat monté. Construites sur un arçon en bois, ces selles présentaient des pommeaux et des troussequins spectaculairement hauts, créant ce qui s'apparentait à une chaise qui verrouillait le cavalier en position. Le pommeau servait de support de lance
et empêchait le cavalier d'être désarçonné vers l'avant lors d'arrêts brusques. Le trousquin enveloppait le dos et les hanches du cavalier, l'empêchant d'être désarçonné vers l'arrière lorsque les chevaux accéléraient brusquement. Les selles de guerre les plus sophistiquées comportaient des oreilles, des extensions qui s'incurvaient autour du siège, empêchant les mouvements de torsion. Cette conception permettait à un chevalier portant plus de 100 kg d'armure de rester en équilibre malgré le choc énorme des charges de cavalerie. Les mors et les brides constituaient le principal système de contrôle. Les jeunes chevaux commençaient invariablement le dressage avec des mors simples, des modèles à canon articulés qui appliquaient une pression directe. Cette relation simple de pression-réponse rendait les mors simples idéaux pour enseigner la direction de base. Au fur et à mesure que le dressage progressait, les chevaux passaient à des mors plus complexes. Pour les chevaliers enfermés dans une armure complète avec une mobilité de bras limitée, les mors de bride offrant un effet de levier devenaient essentiels. Ceux-ci présentaient des passages de langue hauts et de très longues branches qui multipliaient la tension des rênes, donnant aux cavaliers en armure un contrôle exceptionnel avec un mouvement de main minimal. Les chevaux les plus avancés étaient montés avec des brides complètes, comprenant à la fois un mors simple et un mors de bride, permettant une communication nuancée. L'armure de cheval, appelée barde, pesait généralement entre 28 et 32 kg, 61 à 70 livres, avec des exemples exceptionnels atteignant 80 livres. Les matériaux de construction variaient, allant des plaques de métal aux écailles de cuir, en passant par le tissu matelassé. Dresser les chevaux à accepter l'armure nécessitait un conditionnement progressif, similaire à l'entraînement au poids. L'impact de la barde sur les performances était substantiel. Même les chevaux bien conditionnés subissaient une vitesse réduite, une endurance diminuée et une manœuvrabilité amoindrie lorsqu'ils étaient entièrement bardés. Cela explique pourquoi tous les chevaux de guerre ne portaient pas une barde complète. La quintaine est peut-être l'engin d'entraînement médiéval le plus emblématique. Imaginez un poteau épais supportant un bras horizontal qui pivotait librement. À une extrémité était suspendu un bouclier, la cible. À l'autre extrémité, un lourd contrepoids en sac de sable. Un cavalier chargeait au grand galop, lance en arrêt, visant à frapper le bouclier carrément en son centre. S'il frappait le bouclier proprement, la quintaine tournait. Le cavalier devait continuer à galoper pour dépasser le sac de sable oscillant. S'il manquait la cible ou ne maintenait pas sa vitesse, le sac de sable frappait le cavalier, souvent avec assez de force pour le faire tomber de sa selle. Pour les chevaux, l'entraînement à la quintaine leur apprenait à charger droit vers une cible sans s'effaroucher, à subir le bruit de l'impact lorsque les lances frappaient, et à maintenir une vitesse constante malgré la concentration de leur cavalier sur la visée. Le pelle, un poteau ou un mannequin en bois servait à d'autres fins. Pour l'entraînement monté, les chevaliers passaient à cheval devant le pelle, le frappant à plusieurs reprises avec des épées, des masses d'armes ou des haches. Cela développait la force et la technique pour l'utilisation des armes à cheval, tout en apprenant aux chevaux à rester immobiles malgré les mouvements violents et les impacts se produisant juste au-dessus de leur tête. L'exercice de la bague affinait la précision. Un petit anneau était suspendu, à hauteur de lance. Les cavaliers en charge tentaient d'enfiler l'anneau sur la pointe de leur lance, un exploit exigeant une coordination exceptionnelle et un cheval qui courait droit et à une vitesse constante. Les terrains de tournoi offraient des installations dédiées aux simulacres de combat, avec des lices pour la joute et des champs ouverts pour la mêlée. Les lieux d'entraînement imitaient souvent ces agencements. Les tournois sont nés des jeux de guerre informels des nobles francs du nord de la France au cours du XIe siècle. Au cours des siècles suivants, les tournois ont évolué pour devenir des événements organisés avec des règles établies, des terrains désignés et des procédures formelles.
mais ils n'ont jamais entièrement perdu leur caractère d'entraînement à la guerre. La mêlée représentait le combat de tournoi dans ce qu'il avait de plus réaliste et de plus chaotique. De grandes équipes de chevaliers s'équipaient d'armes émoussées et d'armures de plate complètes avant de s'engager dans une bataille simulée. Les équipes se divisaient, prenaient position aux extrémités opposées du terrain désigné et, au signal, chargeaient. L'impact initial testait la discipline de formation et les tactiques de choc. Après la collision initiale, la mêlée se dissolvait en combats individuels ou en engagement de petits groupes dispersés sur le terrain. Pour les chevaux, l'entraînement à la mêlée était inestimable. Rien, à part le combat réel, ne pouvait mieux les préparer au chaos de la guerre. Ils apprenaient à charger vers les chevaux et les cavaliers venant en sens inverse plutôt que de s'écarter, un comportement qui contredisait tous les instincts d'un animal de proie. Ils subissaient les bruits des armes frappant les armures, la vue des cavaliers tombant, la confusion des chevaux entrant en collision et manœuvrant dans des espaces restreints. Le bohort, du vieux français behorder, signifiant frapper ou bousculer, offrait une alternative plus légère et plus informelle. Ces événements comprenaient des combats à pied, des escarmouches plus légères et des compétences militaires plus variées. La nature moins controversée du bohort le rendait plus acceptable. Les Templiers, à qui il était interdit de participer aux tournois réguliers, pouvaient s'engager dans des bohorts en tant qu'entraînement militaire légitime. Le statut inférieur signifiait que les écuyers pouvaient concourir aux côtés des chevaliers, offrant un accès plus large à l'entraînement au combat monté. La joute mettait l'accent sur l'excellence individuelle en combat singulier. 2 chevaliers montés chargeaient l'un vers l'autre le long de couloirs parallèles, appelés les lices, souvent séparés par une basse barrière. Chaque cavalier visait à frapper son adversaire avec une lance, soit en brisant l'arme contre l'armure, soit en désarçonnant l'adversaire. Pour les chevaux, la joute exigeait une approche absolument rectiligne, une vitesse constante quel que soit l'adversaire approchant, et la capacité d'ignorer les impacts violents se produisant juste au-dessus de leur encolure. Les avantages que les tournois offraient en matière d'entraînement allaient au-delà des compétences de combat spécifiques. Ils créaient une exposition progressive au stress du combat, en commençant par des bohorts locaux, pour aboutir à de grandes mêlées internationales. Cette inoculation progressive au stress renforçait une véritable résilience mentale. Les tournois fréquents organisés dans toute l'Europe occidentale, plusieurs événements par an dans la plupart des régions, signifiaient que les chevaliers pouvaient s'entraîner régulièrement, maintenant le conditionnement de leurs chevaux et poursuivant leur formation. Les dimensions sociales et économiques des tournois ajoutaient une motivation au-delà du simple entraînement. Les tournois servaient de vitrine de la richesse et de l'habileté martiale, où les chevaliers et les nobles exhibaient leurs plus beaux chevaux, leurs armures les plus élaborées et leur équitation la plus experte. Le faste entourant les grands tournois rivalisait avec les occasions royales. Bannières flottantes, héros annonçant les participants, foule de spectateurs venus de plusieurs kilomètres à la ronde. Pour les jeunes chevaliers cherchant à se faire une réputation, les tournois offraient des occasions de démontrer leur prouesse devant des mécènes et des employeurs potentiels. Les enjeux économiques pouvaient être énormes. Les chevaux et les armures capturées devenaient des prix pour les vainqueurs, créant des incitations financières aux côtés de la gloire martiale. Guillaume le Maréchal, l'un des chevaliers les plus célèbres de l'Angleterre médiévale, a bâti une grande partie de sa fortune précoce grâce aux gains de tournois, en capturant et en rançonnant des adversaires et leur équipement coûteux. Un champion de tournoi à succès pouvait gagner des chevaux, des armures et des rançons d'une valeur de plusieurs centaines de livres en une seule saison. Pourtant, les tournois comportaient des risques réels qui tempéraient la gloire. Les blessures survenaient régulièrement, fractures dues aux chutes, commotions cérébrales dues aux coups d'armes,
membres écrasés par des chevaux entrant en collision ou piétinant des cavaliers tombés. Les décès, bien que peu courants, se produisaient avec une fréquence suffisante pour que l'Église tente périodiquement d'interdire les tournois, les considérant comme une vanité dispendieuse qui détournait l'énergie martiale des croisades et entraînait des effusions de sang chrétien inutiles. Malgré ces interdictions, les tournois se sont poursuivis tout au long de la période médiévale, leur valeur d'entraînement et leur importance sociale se révélant trop importantes pour être supprimées. La charge de cavalerie suivait des schémas tactiques stricts qui exigeaient un entraînement approfondi. Des sources contemporaines décrivent une séquence d'accélération disciplinée. Couvrir 400 mètres en environ 2 minutes, les 150 derniers mètres étant exécutés au grand galop. Ce timing plaçait la cavalerie en charge à sa vitesse maximale, seulement après avoir dépassé la portée efficace des armes de jet. Les théoriciens tactiques carolingiens ont reconnu une idée cruciale. La simultanéité du choc importait plus que la vitesse absolue des cavaliers individuels. Une charge coordonnée, où des dizaines de chevaliers frappaient la ligne ennemie en quelques secondes, créait bien plus de désordre que des impacts individuels dispersés. Les types de formation variaient selon la situation tactique. La formation standard de la cavalerie lourde disposait les chevaliers sur 2 rangs, soutenus par 3 rangs de cavalerie plus légère. Pour un impact concentré, les commandants employaient des formations en coin ou en marteau, des rangs progressivement plus larges, créant un profil triangulaire qui concentrait la force maximale à la pointe. Ces formations en coin se sont avérées particulièrement efficaces lors des campagnes des croisades, où la cavalerie lourde occidentale disciplinée faisait face à des forces orientales plus mobiles. Dresser les chevaux à tenir leur position au sein de ces formations, malgré la confusion de multiples guerriers montés autour d'eux, exigeait une pratique intensive. Le choc de l'impact entre la cavalerie et l'infanterie mettait à l'épreuve tout ce que le dressage avait construit. C'est là qu'émergeait une réalité inconfortable. Les chevaux refusaient naturellement de galoper directement dans des masses denses d'ennemis immobiles. La cavalerie médiévale réussissait le plus souvent lorsque les formations ennemies se brisaient avant le contact réel, se dispersant en individus qui pouvaient être pourchassés et tués. Contre des ennemis préparés maintenant des formations serrées et présentant des murs d'armes d'ast, les charges de cavalerie échouaient fréquemment de manière catastrophique. Les manœuvres tactiques offrèrent des alternatives aux simples charges frontales. La retraite feinte, particulièrement appréciée par la cavalerie carolingienne, consistait à charger vers l'ennemi avant de faire brusquement demi-tour juste avant le contact, simulant une défaite. Si les forces ennemies brisaient leur formation pour poursuivre, elles devenaient vulnérables à un retournement et une contre-attaque de la cavalerie. Cette manœuvre sophistiquée exigeait un dressage exceptionnel. Les chevaux devaient exécuter des changements de direction rapides à grande vitesse pendant que leurs cavaliers maniaient leurs armes. Les conditions du champ de bataille imposaient des limites strictes à l'efficacité de la cavalerie. La boue transformait les charges en pénibles corvées. Les pentes perturbaient la formation et fatiguaient rapidement les chevaux. Les obstacles annulaient la mobilité qui rendait la cavalerie puissante. Les commandants apprirent à choisir soigneusement le terrain, n'attaquant que lorsque celui-ci favorisait les forces montées. Les comportements agressifs inculqués aux destriers les transformaient de moyens de transport en systèmes d'armes. Ces animaux participaient activement au combat, piétinant les ennemis tombés et attaquant les soldats adverses avec leurs sabots et leurs dents, complétant l'assaut de leurs cavaliers par leur propre violence. Cela transformait un seul chevalier monté en une unité de combat en 2 parties. Les influences orientales ont façonné le développement de la cavalerie d'Europe occidentale. Les cataphractaires byzantins ont démontré ce qu'une cavalerie superbement entraînée pouvait accomplir. Ces cavaliers lourds suivaient un entraînement rigoureux, mettant l'accent sur la discipline
et les manœuvres tactiques sophistiquées. La plupart des cataphractaires portaient à la fois des arcs et des lances, offrant une polyvalence tactique. La cavalerie byzantine formait des coins d'environ 400 hommes disposés en rangs progressivement plus grands, conçus pour pénétrer les formations ennemies et créer des brèches que des troupes plus légères pouvaient exploiter. Les Européens de l'Ouest ont appris de ces exemples orientaux. Les responsabilités de l'écuyer étaient centrées sur le soin du cheval et des armes du chevalier. Le pansage quotidien maintenait la santé du cheval, enlevant la saleté et les parasites, tout en permettant l'inspection des blessures. Avant les batailles ou les tournois, les écuyers préparaient les chevaux par un pansage final et une inspection du harnachement. Pendant les engagements réels, les écuyers suivaient leurs chevaliers, montés sur des chevaux secondaires, prêts à fournir des remontes si le cheval de guerre principal était tué ou mis hors de combat. Lorsque les chevaliers tombaient blessés, les écuyers risquaient leur propre sécurité pour les extraire du champ de bataille. Le rôle de l'écuyer fonctionnait comme un apprentissage prolongé. Les jeunes nobles servaient généralement de l'âge de 14 à 21 ans, une période de 5 à 7 ans, avant de pouvoir être considérés pour l'adoubement. Les maréchaux fournissaient l'expertise vétérinaire qui maintenait les chevaux de guerre médiévaux en bonne santé. Le titre dérive du francique « marskalk », littéralement « celui qui s'occupe des chevaux ». Les maréchaux apprenaient leur métier par l'apprentissage, tout comme les autres artisans. La transmission des connaissances se faisait principalement par l'enseignement oral, complété par des recueils de remèdes. Avec la croissance des villes, les maréchaux s'organisèrent en guildes ou reçurent des nominations municipales. Les fonctions de maréchal ferrant et de maréchal devinrent de plus en plus mêlées à la fin du Moyen Âge, les deux titres pouvant potentiellement désigner des hommes qui ferraient les chevaux et traitaient leurs maladies. Les maladies auxquelles les maréchaux étaient confrontés pouvaient être dévastatrices. Le farcin, les vers et la gourme étaient considérés comme particulièrement graves, se révélant souvent mortels et se propageant rapidement dans les écuries. Les méthodes de traitement reflétaient le mélange de la médecine médiévale entre empirisme pratique et croyances spirituelles. Des régimes restreints et des soins attentifs constituaient un soutien. Les purgatifs visaient à expulser les humeurs corrompues ou les parasites. Les préparations pharmaceutiques combinaient des herbes, des minéraux et des produits d'origine animale. Les médecines rituelles, y compris les charmes, les prières et les amulettes textuelles, étaient appréciées au même titre que les pratiques médicales. L'alimentation représentait le défi constant et la plus grande dépense continue. Les aliments principaux comprenaient le foin, l'avoine, le son et le pain pour chevaux. L'avoine dominait en tant que principal aliment pour les chevaux de qualité. Les destriers consommaient entre 1/2 et 2/3 de boisseaux d'avoine par jour, soit environ 12 livres de grains. Les chevaux d'élite pouvaient en recevoir jusqu'à 2 boisseaux. En comparaison, les chevaux de trait moyen ne recevaient qu'un 1/5 de boisseau. Les registres économiques des écuries royales révèlent que 2/3 de toutes les dépenses liées aux soins des chevaux étaient consacrées à l'alimentation. Les routines quotidiennes des coûteux destriers étaient centrées sur des soins intensifs qui rivalisaient avec l'attention portée aux chevaliers eux-mêmes. Ces précieux animaux étaient gardés à l'écurie plutôt qu'au pâturage, ce qui permettait une alimentation contrôlée et une protection contre les intempéries. Les routines matinales commençaient par une inspection approfondie à la recherche de blessures ou de maladies. Toute coupure, enflure ou chaleur dans les jambes exigeait une attention immédiate. Des programmes d'exercice maintenaient la condition physique par des sorties quotidiennes ou du travail à la longe, soigneusement calibrés en fonction des tâches à venir du cheval. Le pansage servait à la fois à la santé et à la construction de la relation. Les écuyers passant des heures chaque jour à brosser les robes jusqu'à ce qu'elles brillent, à curer les sabots et à vérifier la présence de parasites
ou de problèmes de peau. Le soin des sabots et le ferrage régulier prévenaient la boiterie. Les maréchaux ferrants passaient à des intervalles de 4 à 6 semaines, parant les sabots et posant de nouveaux fers à mesure que le métal s'usait sur les routes en pierre et les rues pavées. Les maréchaux effectuaient des inspections de routine, leurs mains expérimentées parcourant les tendons et les articulations, identifiant les problèmes en développement avant qu'ils ne deviennent graves. L'environnement de l'écurie exigeait également une gestion attentive de la litière. La paille ou les joncs devaient être changés régulièrement pour prévenir les problèmes respiratoires et les maladies des sabots qui pouvaient se développer dans des conditions humides et sales. Les armées médiévales se déplaçaient avec d'imposants trains de bagages, transportant tout le nécessaire pour les opérations de campagne. Nourriture, vêtements, armes, matériel de siège, tout cela voyageait dans des charrettes et des chariots tirés par des animaux de trait. Les charrettes à 2 roues pouvaient transporter des charges maximales d'environ 1102 livres. Les chariots à 4 roues pouvaient gérer jusqu'à 1433 livres. Le choix des animaux de trait impliquait des compromis complexes. Les bœufs se nourrissaient principalement d'herbes et de foin, consommant environ 44 livres par jour, une nourriture qui pouvait être broutée. Les chevaux tirant des chariots nécessitaient environ 11 livres de foin, plus 11 livres de céréales fourragères par jour. Le grain devait être transporté sur les chariots même que les chevaux tiraient, réduisant la capacité de chargement disponible. Cependant, les chevaux maintenaient le rythme de l'infanterie en marche, tandis que les bœufs ralentissaient toute la colonne. Les mathématiques de l'approvisionnement révélaient le défi. Un soldat médiéval consommait environ 2,2 livres de grains par jour. Un cheval de guerre en nécessitait 11 livres, soit 5 fois plus. Pour une armée de 1000 cavaliers et 2000 fantassins, le besoin quotidien en grains pour les seuls chevaux dépassait 5 tonnes et demie, plus que les besoins alimentaires de tous les soldats humains réunis. Sur une campagne d'1 mois, cela se traduisait par plus de 160 tonnes de grains pour les chevaux. La logistique devenait encore plus complexe si l'on considère que les chevaux avaient également besoin de foin, chaque destrier en consommant 20 à 30 livres par jour. La préparation stratégique tentait de gérer ces demandes par une planification anticipée. Des dépôts de ravitaillement établis près des itinéraires d'invasion prévus permettaient des trajets en charrette plus courts et des approvisionnements plus frais. Les commandants planifiaient les campagnes en fonction des saisons de récolte, lorsque le fourrage serait disponible par le glanage. Certaines armées comptaient sur la réquisition locale, prenant essentiellement les provisions de la campagne qu'elles traversaient, bien que cette stratégie risquât d'aliéner les populations et d'épuiser les ressources locales. Le transport maritime a permis des opérations de cavalerie qui auraient été autrement impossibles. La conquête normande de l'Angleterre en 1066 et les croisades dépendaient toutes deux de navires spécialisés capables de transporter des chevaux en haute mer. Ces navires transportaient généralement 20 à 30 chevaux. En 1246, le roi Louis IX commanda une douzaine de navires à Gênes, spécifiquement pour le transport de chevaux, équipés de mangeoires, de barres de stal et d'équipements spécialisés. Les préparatifs de Frédéric II en 1224 rassemblèrent 50 navires, chacun capable de transporter jusqu'à 40 chevaux. Une seule tarida, un navire de transport de chevaux, coûtait l'équivalent des salaires d'environ 200 fantassins pour une saison de campagne entière. Le processus réel de transport maritime de chevaux impliquait la conversion de navires marchands avec l'ajout de rampes ou de sangles pour le chargement. Les taux de mortalité dus aux tempêtes et aux maladies dans les cales exiguës pouvaient être importants. Le stress des voyages en mer affaiblissait même les chevaux survivants, nécessitant un temps de récupération. Malgré ces défis, les rois de France et d'Angleterre ont commandé plus de 100 navires pour les grandes expéditions de croisade. Les soins aux chevaux en campagne reposaient sur l'infrastructure du train de bagages.
Les chevaux malades ou blessés étaient envoyés à l'arrière, où les maréchaux établissaient des installations de traitement. Certains chevaliers amenaient plusieurs chevaux, montant des roncins moins chers pour les déplacements, tout en réservant les coûteux destriers exclusivement pour la bataille. La réalité économique complète de la possession d'un cheval de guerre devient claire lorsque tous les coûts sont additionnés. Le prix d'achat, de 35 à 200 livres pour un destrier, ne représentait que le début. Les coûts de dressage s'accumulaient sur 2 ans ou plus. L'équipement ajoutait une somme substantielle. Les dépenses quotidiennes d'alimentation dépassaient tous les autres coûts de soins combinés. Le traitement médical nécessitait un paiement régulier. Le transport pour les campagnes coûtait des sommes considérables. L'investissement total dans un seul destrier entièrement équipé et dressé pouvait facilement dépasser 300 livres, soit plusieurs années de revenus pour tous, sauf les chevaliers les plus riches. Le dressage des chevaux de guerre médiévaux apparaît comme une entreprise de plusieurs années, exigeant une expertise couvrant la psychologie animale, le conditionnement physique, l'entraînement tactique, la maîtrise de l'équipement, les soins médicaux et la planification logistique. L'investissement dépassait ce que la plupart des gens modernes peuvent imaginer. Non seulement le prix d'achat qui pouvait consommer l'intégralité du revenu annuel d'un chevalier, mais aussi l'engagement quotidien de ressources et de main-d'œuvre experte qui entretenaient ces animaux tout au long de leur vie de travail. La sophistication du dressage des chevaux médiévaux remet en question les idées reçues persistantes sur le Moyen Âge comme étant sombres ou primitifs. Les méthodes décrites par Jordanus Rufus et pratiquées à travers l'Europe démontraient une compréhension psychologique de la manière dont les chevaux apprennent, des approches systématiques qui progressaient des bases aux compétences avancées, et la reconnaissance que le conditionnement patient fonctionnait mieux que la force seule. Les variations régionales dans les approches du dressage montrent que les dresseurs médiévaux expérimentaient, adaptaient les méthodes aux circonstances locales et réfléchissaient de manière critique à leur pratique. Les dresseurs médiévaux ont accompli quelque chose de remarquable. Ils ont transformé des animaux de proie, programmés par l'évolution pour fuir le danger, en partenaires de combat agressifs qui chargeaient vers les menaces sur commande. Ils ont surmonté les instincts de survie les plus fondamentaux grâce à un travail patient qui a construit de nouvelles voies neuronales et de nouveaux cadres psychologiques. La relation entre le chevalier et le destrier transcendait la simple utilité. Les chroniques contemporaines décrivent des chevaliers pleurant la perte de leurs chevaux avec un chagrin sincère, les enterrant avec honneur, célébrant par leur nom des animaux particulièrement exceptionnels. L'impact historique plus large révèle comment les chevaux de guerre ont façonné l'histoire européenne. La conquête normande de 1066 a réussi en partie parce que Guillaume a pu transporter sa cavalerie à travers la Manche. Les croisades en Terre Sainte dépendaient de la technologie du transport maritime de chevaux. La guerre de Cent Ans a vu les tactiques de cavalerie évoluer en réponse aux arcs longs anglais. Sur les plans social et politique, les chevaux de guerre ont contribué à structurer la société médiévale. La féodalité reposait en partie sur le service de cavalerie, tandis que la chevalerie et ses codes sont issus de la classe des cavaliers. L'héritage perdure dans les programmes d'élevage de chevaux, dans le dressage classique qui a formalisé les mouvements avancés enseignés aux destriers médiévaux, dans la compréhension moderne du dressage progressif des animaux, et dans la mémoire culturelle préservée dans la littérature et l'art. Les leçons transcendent l'équitation. La patience crée des capacités complexes, les approches systématiques construisent des compétences avancées sur des bases solides, la compréhension de la psychologie se révèle plus efficace que la force, et la construction de relations est au cœur de tout partenariat exigeant la confiance sous la contrainte. La prochaine fois que vous assisterez à une performance de dressage classique ou que vous lirez un récit de bataille médiévale, souvenez-vous des années de travail patient de dresseurs qualifiés qui ont rendu de tels exploits possibles.
La transformation de jeunes poulains courant en liberté dans les pâturages de montagne en destriers, capables de porter des chevaliers en armure au combat, se classe parmi les grandes réalisations du monde médiéval, méritant d'être reconnue aux côtés des magnifiques cathédrales, des manuscrits enluminés et des universités qui continuent de nous inspirer aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration du dressage des chevaux de guerre médiévaux. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation de la sophistication de l'équitation médiévale et du dévouement des dresseurs, écuyers, maréchaux et chevaliers qui ont consacré des années à perfectionner cet art. Ils nous ont laissé un héritage remarquable, non seulement dans l'impact historique de leur efficacité militaire, mais aussi dans les techniques et les connaissances sur le dressage animalier, le développement patient des compétences et la construction de partenariats qui restent pertinentes aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette plongée dans les réalités pratiques de la guerre médiévale et les détails fascinants sur le fonctionnement réel des choses au Moyen Âge, je serais ravi que vous mettiez un j'aime sur cette vidéo. Partagez-la avec toute personne intéressée par l'histoire médiévale, les chevaux ou les systèmes complexes qui ont rendu les événements historiques possibles. Abonnez-vous pour plus d'explorations de la vie médiévale qui vont au-delà des mythes et des simplifications pour révéler la réalité sophistiquée de cette période remarquable. Et dites-moi dans les commentaires, quel aspect du dressage des chevaux de guerre médiévaux vous a le plus surpris? Était-ce l'investissement économique requis, la sophistication psychologique des méthodes, le rôle des monastères dans les programmes d'élevage ou toute autre chose? À la prochaine, et merci d'avoir regardé.